Bonjour à tous. À propos de la femme fatale, on peut dire que le moment de plus grande diffusion de cette image est sûrement celui qui se situait entre le 19e et le 20e siècle, lorsque la figure de la femme fatale se présente comme un grand mythe moderne au sein d'une société fondée sur cet élément. Ce qui dans là devient la femme liberté n'apparaît pas simplement comme la femme de la belle époque, mais plutôt comme la figure qui contribuait activement par ses propres attitudes à créer un modèle déterminé, destiné à devenir un statut symbole. C'est à cette époque que se développe l'idée de la femme comme fatale. Les filles commencèrent à s'émanciper dans 800 qu'il y avait vu reléguées dans les maisons vêtues de vêtements lourds et couvrants. Cette émancipation transforme l'idée de la féminité et les femmes deviennent sophistiquées, élégantes et mystérieuses dans leur charme. À partir de la littérature, l'héroïne des nouveaux romans est une femme en quête de nouvelles expériences, une adultère qui veut se libérer des liens de la famille et de la maternité et qui vit donc une profonde scission qui est affrontée différemment par les différentes protagonistes. Madame Bovary de Flaubert, par exemple, veut transférer les rêves dans la réalité, mais les hommes qu'elle rencontre sont aussi médiocres que son mari l'était. Ainsi, sa tentative de rébellion finit par renforcer les mécanismes de cet environnement et la conduit à être écrasée et expulsée d'une société qui condamne les subversifs jusqu'à la ruine et à la mort. Dans les œuvres de Verga, en effet, puis la femme, apparemment simple, paysanne ou peuplée, se révèle vraie femme fatale. Elle n'est pas dépeinte comme une déesse, mais plutôt comme un être maudit à exorciser. Tomber toutes les représentations idéalisantes qui avaient fait de la femme un intermédiaire pour atteindre l'absolu, à partir de Dante où la femme était même angélisée, la réalité féminine se relève dans toute sa misère et son attribut principal est la beauté basée sur l'artifice et non sur l'air naturel. Paris devint le centre de la mode féminine. Se développèrent des ateliers de tailleurs et des salons de maisons de mode, où il était possible de confectionner des vêtements sur mesure et de trouver les accessoires nécessaires, tels des tissus et des bijoux. L'icône de la beauté féminine comprenait un corps sinueux, des yeux et des cheveux très noirs, des lèvres charnues et un regard magnétique. Les passions les plus effrénées se consumaient à l'ombre d'une société qui proposait un apparent bonheur universel, mais qui en réalité était encore profondément misogyne. L'émancipation féminine a failli en grande partie une société bourgeoise et machiste, qui voyait dans les modèles de femmes et décrit une beauté perverse, agressive, cruelle et méprisable. Même l'art a célébré la figure féminine parfois comme un démon à ostraciser, d'autres comme un élément de séduction et de raffinement. Dans le premier cas, on trouve des tableaux de Franz von Stuck et Edvard Munch. Dans le second cas, les affiches publicitaires d'Henri de Toulouse-Lautrec montrent des corps sinueuses des danseuses et mouvements. De plus, on peut citer aussi de Vittorio Matteo Corco, portraitiste de la bourgeoisie, qui fut surnommé peintre de jolies femmes. Cependant, tandis que les mâles bourgeois voient dans l'épiphanie des femmes fleurs, des femmes sirènes, des femmes fatales, l'apothéose de la femme objet, celle-ci en réalité dans ses nouvelles robes, mène une bataille pour l'émancipation, pour l'institution des rapports sociaux qui lui assurent une certaine liberté. Est-elle faite par un retour et un contact direct avec un nature originelle? Les femmes de la Belle Époque représentaient donc une émancipation par rapport aux règles d'une société ancrée dans des formes de gestion patriarcale. Ces figures féminines représentent un premier moment de libération par rapport à une société misogyne. Elles jettent les bases de la naissance des revendications des droits des femmes qui trouvent leur apogée dans le mouvement des suffragettes qui naît en Angleterre en 1903. Mais déjà en ce moment, nous pouvons parler de quelques figures féminines qui ont donné leur contribution au développement de la société. Parmi celles-ci, nous ne pouvons pas oublier Marie Curie. Marie Curie est la première femme, et aujourd'hui encore la seule, à avoir reçu 2 prix Nobel. Le premier prix Nobel de 1903 récompense Marie Curie et son mari Pierre, et aussi Henri Becquerel pour leur étude physique sur la radioactivité. En 1911, Marie Curie reçoit un deuxième prix Nobel,
un chimiste cette fois, pour avoir réussi à extraire du radium et montrer qu'il s'agissait d'un métal. Elle passera le restant de sa vie à mettre à profit les effets du radium sur l'organisme vivant pour soigner les cancers. En effet, la cryothérapie est une pratique qui consiste à implanter des aiguilles contenant du radium pour irradier le corps d'une tumeur. En 1914, l'Institut du radium, aujourd'hui appelé Institut Curie, est fondé à Paris afin d'associer différentes disciplines scientifiques dans la recherche de nouvelles thérapies. Marie mourut à l'âge de 66 ans en 1934 d'une maladie du sang due à une exposition excessive aux matières radioactives. Mais nous devons considérer que Marie Curie a gagné le prix Nobel à une époque où la science était encore un territoire entièrement masculin, et que, en partie, l'est encore aujourd'hui. Mais heureusement, on a aussi des femmes qui ont gagné par les sacrifices, le travail et la sphère une place de respect dans la société et des droits qui pourraient sembler banals aujourd'hui, comme par exemple la possibilité de porter des vêtements plus confortables. En particulier, on doit parler d'une figure très importante qu'on peut considérer révolutionnaire, Coco Chanel. Non seulement pour les grands succès économiques qu'il y a 100 ans, il était vraiment difficile d'attendre pour une femme, mais aussi et surtout dans le domaine de la mode, où elle accomplit pour les femmes une révolution vestimentaire. En effet, Coco Chanel est sans aucun doute la créatrice de la mode la plus célèbre au monde. Et elle est aussi célébrée comme l'icône qui a créé un style qui résiste toujours. Mais elle s'est considérée comme une couturière. Toutefois, elle révolutionnera les concepts de l'élégance féminine et la façon de se voir et de se plaire des femmes. Elle en effet réconcile les jupes, supprime les corsets, supprime la taille et va jusqu'au pantalon. Et cela continuera dans la masculinité. En effet, dans ces moments, qu'importe si la femme est l'égale de l'homme ou elle est différente de l'homme. Sous le compte que grâce à Coco Chanel, la femme s'habille désormais comme elle veut. Cependant, bien que la conception de la femme fatale soit aujourd'hui dépassée, nous ne pouvons pas parler d'une véritable élimination et d'une véritable égalité. En effet, aujourd'hui encore, une femme est considérée comme une mauvaise si elle prend certaines attitudes ou elle habille d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas parler d'égalité si on parle en même temps des disparités salariales et utilisation de stéréotypes nouveaux et anciens dans la langue, la publicité, la télévision et le web. Mais il s'agit d'un autre thème important qui mérite une toute autre attention. Vous travaillez aussi à la blanchisserie Glass House? Je suis née dans ce quartier. J'ai commencé à mi-temps quand j'avais 7 ans. Puis je suis passée à plein temps à 12 ans. Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts? Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains. Tout le monde s'en tape, ma jolie. Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord? Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire. Tu es une femme mariée, tu es ma femme. C'est ça ton rôle, tu dois rester à ta place. Eh bien, je n'accepte plus cette idée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Le droit de vote pour les femmes! Nous allons frapper au cœur des communications. Mon travail est de faire respecter la loi. Je m'en fiche, on m'a pas demandé mon avis sur cette loi. Punissez les responsables. Par n'importe quel moyen. On vous mettra hors d'état de nuire. En faisant quoi? Vous comptez toutes nous enfermer? On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous nous arrêterez pas toutes. Oui,
nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois. Bonjour, je suis Alessia. Je suis Caterina. Je m'appelle Alessia. Je suis Angela. Aujourd'hui, mes camarades et moi, on va parler des suffragettes. Suffragette, mot utilisé en sens péjoratif pour indiquer un groupe de femmes qui se sont battues pour obtenir des droits égalitaires aux hommes. Ce mouvement a racine ancienne. En effet, vers l'an 220 Jésus-Christ, à cause des lois contre la liberté de s'habiller avec vêtements multicolores, les féministes manifestent pour défendre leurs droits. Pendant le Moyen-Âge, certains intellectuels discutent sur un argument presque absurde. Les femmes sont équipées d'âmes comme l'homme ou pas comme les animaux. Renaissance, l'infériorité de la femme est reconnue même par la loi. Quoi faire alors? On doit attendre la Révolution française pour voir les femmes en action. Un des mots-clés de cette période est égalité, et les femmes le prétendent. On peut parler de deux femmes, Madame de Kerali qui a présenté à l'Assemblée révolutionnaire le cahier de doléances des femmes, qui peut être considéré la première demande d'agrément des droits féminins. Olympe de Gouges, qui a exposé en 1792 la Déclaration des droits des femmes pour revendiquer les droits civils et politiques des femmes. Si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir aussi le droit de monter sur les tribunes. Ensuite, on a créé des clubs féminines qui se battent pour avoir le droit de vote, pour le suffrage féminin, donc ici le nom suffragette. Le mouvement des suffragettes en tant que mouvement national ne voit le jour qu'en 1869. C'est donc à partir de cette date qu'il fut possible de parler du mouvement des suffragettes, qui a conduit en 1897 à la formation de la Société nationale pour le suffrage féminin. La fondatrice Millicent Fawcett essaya de convaincre les hommes d'adhérer au mouvement, car ils étaient les seuls à pouvoir légalement accorder le droit de vote, mais elle eut peu de succès. En Grande-Bretagne, entre 1900 et le début de la Première Guerre mondiale, près de 1000 suffragettes ont été emprisonnées pour avoir commis des actes d'autorité gouvernementale dans la prison de Holloway, construite en 1852. Le mouvement féminin reprit une nouvelle vigueur lorsque Emmeline Pankhurst fonda en 1903 l'Union sociale et politique des femmes avec l'intention de faire obtenir aux femmes les droits de vote politique. La première action qui marquera une rupture par rapport aux stratégies non violentes eut lieu à Manchester le 13 octobre 1905, quand Christabel Pankhurst et Annie Kenney perturberont une réunion publique du Parti libéral et les deux suffragettes choisirent d'être emprisonnées plutôt que payer une amende. Elles considéraient que ces actes représentaient d'excellents moyens pour affirmer leur détermination et pour faire connaître leur cause. Les suffragettes, arrêtées et condamnées à des peines d'emprisonnement, comprirent qu'elles pouvaient accroître la pression sur les autorités en refusant de s'alimenter pour protester contre les conditions. Les femmes grévistes de la femme avaient comme ambition de redonner vie à un corps qui leur était confisqué. Elles tentaient de donner une autre configuration à leur corps qui prenait ainsi conscience de son pouvoir et s'affirmait en tant que parole. Le Code et Mosaic voté par le Parlement en mars 1913 constitue une étape importante dans les bras de fer qui opposaient les suffragettes aux autorités. La loi, qui avait pour titre un projet de loi prévoyant la libération provisoire des détenus dont la détention en prison n'est pas souhaitable en raison de leur état de santé, permettait de libérer les suffragettes dont la santé était en danger à cause de la grève de la faim et de les emprisonner lorsque leur état général s'était. Mais les femmes étaient censées se présenter spontanément à la prison lorsqu'elles avaient recouvré la santé.
En 1916, 9 États américains avaient accordé aux femmes le droit de vote, mais le président Wilson s'opposa à l'amendement fédéral et le Parti national des femmes décida de s'en prendre directement à lui. En janvier 1917, les femmes se rassemblaient à l'extérieur de la Maison Blanche, en portant des pancartes avec des slogans comme « Monsieur le Président, combien de temps devons-nous attendre pour la liberté ?» Après avoir manifesté pacifiquement devant la Maison Blanche, 33 femmes ont subi une nuit de brutalité. Dans la nuit du 14 novembre 1917, 33 femmes étaient arrêtées plusieurs jours, plutôt pour piquetage à l'extérieur de la Maison Blanche. Les femmes et leurs collègues, les sentinelles silencieuses, manifestaient portant des pancartes demandant au président Wilson d'appuyer un amendement fédéral qui donnerait à toutes les femmes américaines le droit de vote. Au début de 1918, la Cour d'appel de Washington DC a statué que des femmes avaient été illégalement arrêtées, condamnées et emprisonnées. En quelques mois, le président Wilson avait commencé à appeler publiquement le Congrès à agir sur l'amendement du suffrage fédéral. À la fin de novembre, les autorités fédérales ont accepté de libérer Paul, Burns et les autres prisonniers du suffrage. Enfin, en juin 1919, le Sénat américain a suivi l'exemple de la Chambre en adoptant le 19e amendement qui donne le droit de vote aux femmes dans l'ensemble des unions. Il entre en vigueur le 18 août 1920. L'action des suffragettes est située dans une période historique qui vit les femmes se positionner en rupture par rapport à un certain nombre de dogmes qui jusqu'alors étaient perçus comme naturels. Les suffragettes eurent recours à des méthodes qui risquaient parfois de mettre en danger la vie des citoyens. Ils acceptèrent de souffrir et de mettre leur santé en danger, firent preuve d'un courage indiscutable. Le féminisme en France s'est développé à manière massive, tellement qu'on peut parler de trois vagues. La première pendant la Révolution française, la deuxième après la guerre, et puis la dernière pendant les premières années 2000. 4 octobre 2002. Swan Benzian, une fille de 17 ans, après avoir discuté avec son petit ami, elle a été brûlée vive dans l'entrée d'un palais à Vitry-sur-Seine. Cet épisode a attiré l'attention d'une dizaine de femmes qui ont manifesté en traversant la France et en habillant un maillot avec l'écriture « Ni pute ni soumise » qui, après un an de marche, sont arrivées à Paris avec plus de 10 000 participants. À partir de ce moment est né le mouvement Ni pute ni soumise qui défend les femmes des banlieues françaises. Le but du mouvement est de s'opposer au climat de violence contre les femmes des quartiers périphériques qui a comme président Fadela Amara. Plus de 1600 femmes ont été aidées par la plateforme que l'association a créée et qui a le but d'accueillir, de donner des conseils et d'aider les femmes en situation d'urgence. En particulier, Il n'y pute ni soumise a mis en évidence 2 cas. Celui de Samira Belil, qui a publié le livre Dans l'enfer de Turante, où elle raconte sa vie comme fille soumise aux lois de la jungle, parce qu'elle a été victime d'un viol collectif. Terrifiée de dénoncer les hommes, elle a dû accepter d'être un objet sexuel, marginalisée aussi par sa famille. Et puis celui de Swan Benzian, dont la mort a été pris comme base pour la création du mouvement. Ni pute ni soumise s'oppose à toute forme de violence contre les femmes, physique et mentale. Discrimination et racisme, pression pour porter les voiles, pression pour interrompre les études et pression pour avoir une section différente des hommes dans les lieux publics.
En occasion de la fête nationale du 14 juillet, en 2003 à Paris, 14 femmes qui font partie du mouvement ont manifesté avec 14 affiches géantes qui représentent la Marianne, le symbole de la République française. La Marianne est une femme du peuple qui s'élève avec courage contre la tyrannie, avec détermination contre les inégalités et combat avec force. Elle symbole aussi la puissance, la force, l'intelligence, la sagesse et la générosité. Les 14 portraits représentent des instantanés de chaleur et de générosité. Il illustre la force de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et puis, il en était affiché aux colonnes du pays Bourbon, les sièges de l'Assemblée nationale. Les 14 femmes ont été aussi nommées les Mariannes d'aujourd'hui, qui ont proposé au gouvernement français différentes propositions. La création de 6 zones seulement pour les femmes, la fondation de logements sécurs loin de la ville où elles peuvent vivre en sécurité, et dispositions spéciales prises dans les commissariats de police pour les jeunes filles et les femmes. L'association aujourd'hui possède différents comités dans plusieurs pays. Il y a aussi un site web et une page sur Facebook où vous pouvez trouver les informations nécessaires pour demander de l'aide. Après le Moyen-Âge obscur, une lumière apparaît dans le monde du maquillage, grâce à l'époque de la grandeur des arts, la Renaissance. En 1700-1800, avec l'événement de la société bourgeoise, le nouvel esprit pratique conduit l'abandon du maquillage, qui ne reste que pour les classes sociales spécifiques. En effet, à l'époque victorienne, le maquillage du visage a commencé à être associé à des prostituées et des actrices. La cosmétologie connut un perfectionnement dans la seconde moitié du XIXe siècle. Au début des années 1900, de véritables et grandes transformations sociales ont eu lieu dans le domaine de la beauté. Le maquillage est né en même temps que la Première Guerre mondiale. Le maquillage utilisé pour corriger les défauts, mais aussi pour le plaisir personnel. On commence à répandre l'idée qu'un ton naturel est symbole de santé, vivacité et sensualité. Protagoniste incontesté du maquillage, symbole de charme et de sécurité et instrument de séduction par excellence est les rouges à lèvres. Le mouvement féministe naissant en fait le symbole du pouvoir des femmes, parce qu'il est capable de les rendre toutes égales, au-delà de la classe sociale. Les femmes de la Belle Époque représentent l'emblème de la sensualité féminine, du raffinement et de l'élégance. Les femmes de la Belle Époque représentent donc une émancipation par rapport aux règles d'une société ancrée dans des formes de gestion patriarcale. Ces figures féminines représentent un premier mouvement de libération par rapport à une société misogyne et jetant les bases de la naissance des revendications des droits des femmes, qui trouvent leur apogée dans le mouvement des suffragettes, qui naît en Angleterre en 1859. 1910, les Gibson Girls. Coiffure douce et cueillie, élégance déconcentrée, le premier idéal de beauté du siècle est lancé par Charles Dana Gibson. L'actrice et mannequin belge Camille Clifford sur la photo l'incarne parfaitement. 1920. Les Flapper Girls. Les années 20 voient des femmes émancipées qui écoutent du jazz, boivent, fument et parlent des sujets autrefois tabous comme l'actualité. Le jupe court et Frank permet de danser sur les noms de Charleston. La star du cinéma muet, Alice Joyce, est l'un d'entre elles. 1930, la femme sirène. Robe de rang, look sophistiqué, talons, figure et surtout une chevelure blond platine. La beauté idéale à le visage de Jean Harlow. 1940, le règne du grand écran. Un look plus rosé courant, mais femme fatale, pour accueillir les hommes d'un retour de la guerre. C'est l'une des plus grandes actrices américaines de tous les temps qui vit les meilleures années de sa carrière. Katharine Hepburn. 1950. Courbe et Penaps. Les filles sexy qui avaient peuplé l'imaginaire des soldats en guerre revient populaire. Et l'âge d'or de Marilyn Monroe et Liz Taylor. Les bloomers maîtrisés sur les jupes des suffragettes.
À côté de la protestation les plus engagée, il y avait aussi la question de la mode et des costumes. Les véritables révolutions suffragettes dans les domaines de l'habillement commencent avec Elizabeth Smith Miller, qui décida un jour de remplacer la robe inconfortable avec une nouvelle tenue, un pantalon abondant et large jusqu'à la cheville, recouvert d'une jupe douce juste sous les genoux, les bloomers. Symbole de renaissance, les bloomers furent abandonnés, mais l'idéal d'indépendance et d'émancipation resta vivant, et malgré les apparentes frivolités, une petite révolution des femmes trouva son origine dans ce pantalon. Le Suffragette est un film historique britannique réalisé par Sarah Gavron, sorti en 2015. Ne jamais se rendre, ne jamais renoncer au combat, tels sont les mots retentissants de Meryl Streep. Tiré d'une histoire vraie, le film relate les combats menés par des militantes féministes dans l'Angleterre conservatrice du début du XXe siècle pour les droits de vote des femmes. Elles appartiennent à des classes sociales différentes, mais ensemble, elles se livrent au même combat, ne plus être considérées comme le sexe faible et obtenir les mêmes droits que les hommes. Elles multiplient les manifestations pacifiques, mais le gouvernement se montre de plus en plus violent. Contraintes à la clandestinité, ces femmes optent pour la violence afin de faire entendre leurs revendications. Elles sont conscientes des enjeux, elles risquent de perdre leur emploi, leur famille, leur vie. Abby Morgan, la scénariste du film, a expliqué que le travail de recherche historique pour suffragettes a été assez compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de documents écrits par les suffragettes parce que la plupart d'entre eux étaient analphabètes et n'avaient même pas le temps d'apprendre à écrire. Le but du film était avant tout de raconter l'histoire ordinaire d'une ouvrière en 1912. Sarah Gavron lui a alors soumis l'idée du personnage de Maud Watts, une jeune femme mariée travaillant dans une blanchisserie. Le protagoniste rencontre par hasard un groupe de femmes qui protestent. Au cours du film, Watts, dont le personnage est inventé bien qu'inspiré par des lettres de biographie de plusieurs femmes de ces années, s'intéresse et se passionne pour la cause, en entrant dans le mouvement des suffragettes britanniques dirigé par Emmeline Pankhurst, fondatrice du Women's Social and Political Union, un mouvement dont le slogan était « These not words, action nos paroles ». Entre 1908 et 1914, Pankhurst était aussi emprisonné 13 fois, toujours pour des raisons liées à ses luttes pour l'émancipation féminine. Bonham Carter, une des actrices principales, a demandé que le nom de son personnage soit Edith, après avoir lu l'histoire d'Edith Garrod, une femme experte de Jiu-Jitsu, l'art martial japonais, qui a appris à de nombreuses suffragettes à utiliser l'art martial comme moyen de défense personnelle, notamment pour se défendre contre les attaques policières. L'entraînement offert par Garrod était connu comme suffragitsu. L'autre femme vraiment existée que l'on voit dans Suffragette est Emily Davidson, qui est morte en 1913 et dont les funérailles est aussi la scène finale du film. Il y a des versions différentes de l'histoire qui concerne sa mort. Après qu'en une compétition d'équitation, elle fut emportée par un cheval appartenant au roi George V. La thèse du film est que Davidson a décidé de se sacrifier pour la cause des suffragettes. Indépendamment de ses intentions, sa mort devint un moment important pour le mouvement des suffragettes britanniques et à ses funérailles, dont on voit quelques images originales dans le film, se présentèrent plus de 6 000 femmes. Il y a un problème narratif dans le fait que les actes de suffragettes ne se terminent pas par l'obtention du droit de vote pour les femmes. Le film se termine avec la mort de Davidson en se contentant d'écrire dans le texte qui clôture le film que plus de 1000 suffragettes britanniques furent arrêtées et qu'en 1918, les femmes âgées d'au moins 30 ans obtinrent le droit de vote. Le droit de vote plein et entier pour les femmes britanniques est arrivé en 1928. À la fin du film, il y a une liste d'États avec l'année où les femmes ont obtenu le droit de vote. Le premier a été la Nouvelle-Zélande en 1893. La date pour l'Italie était 1945. La référence est au 31 janvier de cette année, jour où fut publié le décret législatif sur le suffrage universel.
femme sortit de la côté de l'homme, non des pieds pour être foulée, non de la tête pour être supérieure, mais du côté pour être égale, sous le bras pour être protégée, à côté du corps pour être aimée. La femme a malheureusement été vue inférieure à l'homme. La femme cuisine, l'homme travaille. L'homme va à la guerre et la femme reste à la maison. Mais parfois, les choses changent. Passons à ce dernier point, la femme pendant la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, l'homme travail initialement occupé par des hommes sont devenus vides en raison de leur présence à la guerre. Des femmes furent formées pour remplacer l'absence. Mais le salaire n'était pas payé de la même manière que pour les hommes, ce qui provoqua des révoltes de la part des femmes et l'économie empire. Ils devaient aussi faire des sacrifices, comme par exemple le don des alliances d'or. Très importante fut la présence de la femme dans le Croix-Rouge. Étaient également présents les volontaires qui intervenaient pour tout le conflit. 174 femmes ont reçu des médailles d'or et d'argent pour leur action héroïque. Les femmes commenceraient à être vues différemment. Cependant, à la fin de la guerre, elles furent licenciées en masse. Les femmes commenceraient à croire davantage en elles-mêmes et la démocratie entre le travail masculin et le travail féminin diminuait. Nous abordons maintenant la durée des femmes en Russie, qui ont remplacé les hommes dans l'usine et à début de la guerre, ont organisé des manifestations et se sont déclarées prêtes à l'heure au combat. Mais ce que les filles ont enduré pendant la guerre était terrible et sanglant. Les jeunes étaient prêts à partir de la guerre, mais ils ne savaient pas comment se battre, parce que les femmes avaient du mal de s'habituer à la routine militaire et surtout à s'entraîner pour l'affronter. S'élève tout un actif physique pénible des armes, tout le monde devient s'habituer, même les femmes fragiles qui ne tairaient jamais. Quand ils sont demandés à leur front, ils n'avaient aucune idée de ce qu'attendait là-bas. Les femmes affrontaient la mort, la danger, le peur qui était toujours en eux. Pour la première fois dans l'histoire, dans les ans de la guerre nationale, des formations militaires féminines appartient dans les forces armées du pays. Certaines femmes étaient même de commandement, comme les réunions de l'Union soviétique Valentina Grisodubova, qui pendant la guerre commandait les Centrales régiments l'aviation de la longue distance, ou comme les serviront. Elle-même volait environ de 100 missions de combat, livrant des armes d'explosifs, de la nourriture aux partisans et tous les blessés. L'histoire n'avait jamais connu une telle participation de femmes à la lutte armée pour la patrie, qui a été montrée par les femmes soviétiques pendant la Grande Guerre nationale, après avoir obtenu l'enrôlement dans les rangs des soldats d'armée dans l'armée rouge. Femmes et jeunes filles ont appris presque toutes les spécialités militaires. Avec leur mère, père, frère, elle a accompli un service militaire dans toutes les branches des forces armées soviétiques. Avant ces deux grandes guerres, il y avait d'autres femmes qui ont participé à la guerre et ont fait la différence. Au printemps 1713, Henri VIII part en campagne militaire en France et nomme Catherine régent avec le titre de gouverneur du royaume et de capitaine général. À ce stade, l'Écosse a relancé les hostilités avec l'Angleterre et la reine s'est retrouvée avec une armée prête à se battre contre les Écossais. Malgré la grossesse, la reine portait l'armure et incitait l'armée anglaise qui gagna la bataille de Floddenfield contre l'armée écossaise. Marie Ambré était un capitaine anglais en participant à la libération de la ville de Gand pendant la guerre contre l'Espagne. En 1784, les Espagnols s'emparèrent de la ville de Gand et le capitaine Marie Ambré, ainsi que plusieurs autres volontaires néerlandais et anglais se battirent pour libérer la ville. Ambré est finalement devenu le sujet d'une ballade anglaise. Catherine Rose, après juin 1787, fut l'héroïne du siège espagnol de Sluis pendant la guerre de 80 ans.
Lors du siège espagnol de la ville de Suye en Flandre en juin 1787, Rose fut nommé commandant et chef de femme chargé de défendre la zone située entre la Tour Bleue et les Tours de Forgeron. Cette colline fut plus tard appelée la colline des Vénus ou la colline des femmes après eux. Christina Gillestirna était une noble suédoise mariée à Sten Sture, le jeune régent de Suède. Après sa mort, elle devient elle-même régent et organisatrice de la défense et de la résistance contre la Danemark. Elle est l'une des femmes les plus importantes de l'histoire de la Suède et est considérée comme une héroïne nationale avec de nombreux monuments à sa mémoire. Margareta Sandra était une héroïne irlandaise connue pour sa participation à la défense d'Ardenburg pendant le siège par les Français en 1672. La petite ville fortifiée comptait peu de soldats, donc les femmes s'habillaient en soldats et occupaient les murs de la ville pour sembler être des soldats pour l'ennemi. Ils ont réussi à tenir la ville jusqu'à ce que des renforts arrivent sans perte. Margareta Sandra a fabriqué des munitions pendant la bataille et a été désignée comme représentante de toutes les femmes participant à la défense. Les jeunes générations de femmes sont nées et ont grandi avec toute une série de droits acquis, mais ce n'est pas le cas. Quand ils sortent de leur parcours de formation et doivent affronter le monde du travail et la construction d'une famille, ils sont dans une société qui discrimine encore les femmes en faveur des hommes et est inattentive aux exigences d'une future mère. Alors, retracer les étapes fondamentales de l'histoire des conquêtes des femmes sera deux choses principalement. La première a concrétisé le fait que ce parcours était ponctué de luttes très dures. La deuxième a mettre en évidence tout ce qui reste à faire. La première grande conquête des femmes a été le droit de vote en 1946, un double début en politique. D'une part, le peuple des femmes, qui est officiellement admis à participer aux décisions et aux choix qui concernent la vie politique du pays. D'autre part, l'entrée des femmes qui sont introduites dans la collaboration concrète pour la rédaction des lois et le partage avec leurs collègues masculins des décisions économiques, sans parler de la figure des mères constituantes. Les femmes se sont unies dans un mouvement de lutte. Le passage historique a été celui-ci. Conscience des besoins et des droits des femmes et conscience des moyens nécessaires pour les réaliser. C'est-à-dire l'union et lutte politique. La première vraie lutte concerne le monde du travail. Les femmes se rendent compte que le travail est avant tout la voie de l'indépendance économique et donc l'indépendance par rapport à la famille d'origine et leurs partenaires. Mais surtout, il réalisait que l'accès à toutes les professions rend possible une représentation du monde féminin. Et de cette façon, la figure de la femme peut devenir socialement pertinente. Et donc, la plupart des luttes qui ont été menées ont été formulées sur la base des professions exercées. Et les étapes de ce parcours s'étalent sur plusieurs décennies. C'est-à-dire, en 1848, la Constitution républicaine a étendu aux femmes le droit d'accéder, dans les conditions d'égalité, à tous les services publics et aux postes électifs. Dans les années 50 et 60, on commençait à se développer des règles importantes sur la protection de la travailleuse mère et l'interdiction des licenciements pendant la gestation. Le débat du XXe siècle plutôt voit apparaître de nombreux métiers dits féminines, comme celui de secrétaire et de la téléphoniste, qui s'ajoutaient à ceux qui sont les plus courants, comme par exemple la situterie ou l'ouvrière dans les manufactures de textiles ou de chaussures. On peut dire donc que la première moitié du XXe siècle est marquée par l'émergence du travail féminin et l'extérieur de la sphère domestique. Pour ce qui concerne 1963, dans cette période, la Constitution a trouvé l'application avec une loi qui admet la femme à toutes les charges, professions ou emplois publics, y compris la magistrature, dans différents rôles, carrières et catégories. Au débat des années 1970, la présence des femmes sur les marchés du travail augmente à la suite des gains politiques et juridiques obtenus par l'organisation féministe et l'amélioration générale des conditions de travail. En outre, elles sont également toujours plus nombreuses à fréquenter l'université et leur présence s'affirme également dans tous les postes professionnels. Elles sont notamment en majorité dans les secteurs de l'enseignement, de la santé et des services sociaux et de l'administration. Et enfin, en 1980,
1799, aussi la carrière militaire est également devenue possible. Il faut se dire que la France m'a fait publication des enfants, c'est ce que l'on qualifia l'enfant des années 1960 Lucien Nuire, qui a donné son nom à la loi qui autorise la pilule sur prescription médicale à des fins contraceptifs. Tout a commencé après la Première Guerre mondiale, qui avec la mort d'un grand nombre de personnes a provoqué une forte crise démographique, qui a la prohibition le 31 juillet 1920 à la loi qui réprime la provocation à l'avortement et la propagande contraceptive pour tenter de relancer les taux de natalité. Mais 30 ans plus tard, Gregory Pinchot, un professeur américain, a réussi à développer la première pilule contraceptive, qui bien qu'elle n'obtient pas de résultats tout à fait satisfaisants, fut autorisée à être libéralisée grâce à la loi des Nuire en décembre 1967. En effet, le général de Gaulle signe les lois Nuire qui permet et légalise la prescription gratuite de la pilule contraceptive. Cette loi fut considérée par les historiens et les sociologues comme une véritable révolution, non seulement parce qu'elle bouleversa la vie quotidienne des femmes et des hommes français, et en particulier leur vie sexuelle, mais surtout parce qu'elle a préparé le terrain pour la loi sur le voile du 17 janvier 1975, légalisant l'avortement. Quelques mois plus tard, il sera adopté par l'Assemblée et le projet de Simon Veil qui vise justement à légaliser l'accès de la pilule contraceptive par son remboursement à la prévention sociale en faisant l'usage de la commune, comme l'a souhaité Simon Veil lui-même. Enfin, le 1er juin 1989, il y avait une petite révolution, qui bouleversa encore une fois la vie quotidienne des femmes. La pilule du lendemain, vendable sans ordonnance. La création de cette loi est due à une condition de malaise partagée par de très nombreux adolescents français chaque année. Une grosse considérable qui, avec le manque de connaissances des contraceptifs disponibles, conduit beaucoup de filles à ne pas voir d'autre choix d'avorter. La discrimination à l'égard des femmes a été l'un des phénomènes négatifs qui frappent le monde entier. Son état a subi de nombreux changements influencés par les aspects sociaux, politiques et culturels du pays dans lequel il vit. Même dans le passé, la femme était considérée comme inférieure à l'homme. Des anciennes civilisations jusqu'à aujourd'hui, heureusement, sa condition a connu une évolution positive. Malheureusement, la femme est encore soumise à l'homme dans certains pays, comme ceux d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud. Au sein de la société orientale, l'égalité de traitement entre hommes et femmes est encore loin d'être atteinte. Il y a des pays où elle est totalement absente. La femme, dans ces pays, s'avère être complètement soumise à la figure masculine, devant souvent se soumettre à sa volonté. En outre, la femme est considérée comme inférieure même par la loi dans le cadre de ces nations. Une de ces lois est la note Hudud Ordinance, qui considère pour adultère d'une femme comme peine de lapidation, de torture et d'emprisonnement. Ce qui est choquant pour l'opinion publique mondiale, c'est que la voile est également considérée comme une forme d'adultère. Une autre loi est la Savane, qui stipule que l'on ne peut recourir à des membres féminins de la famille s'il faut égaliser certains comptes. Dans de nombreux pays orientaux, les droits acquis par les femmes sont donc très rares et la situation des femmes en Orient est très difficile. Parmi les nombreuses privations, nous rappelons les suivantes. Notons l'hashtag comme Stop Slaving City Women, par lequel les femmes demandent qu'on leur donne la possibilité d'étudier, de voyager, etc. Des véritables organisations de femmes ont également vu le jour dans le but principal de changer les droits de la famille en favorisant la position des femmes et en garantissant la meilleure condition de la femme en Orient. Ces associations voudraient qu'il y ait une plus grande participation des femmes dans la vie politique, sociale et économique des différents pays. Par exemple, il est très grave que les femmes ne puissent pas aller à l'école. Se voyant refuser le droit à l'éducation, un des droits les plus importants que toute société doit faire respecter. Dans ces pays,
Donc, on devrait faire beaucoup plus en ce qui concerne la situation de la femme en Orient et on est très en retard en termes de droits d'égalité entre hommes et femmes. Dans de nombreux pays orientaux, il y a des jeunes mariés, c'est-à-dire des filles de 12-13 ans qui s'est mariées avec des hommes de 20-30 ans plus âgés. Ces mariages sont évidemment arrangés par les parents ceci et on ne peut pas se rebeller si l'on n'est pas d'accord. En Italie et dans de nombreux pays de l'Occident, cela est considéré comme une exploitation infantile, mais en Orient tout cela est normal et la religion islamique admet même la polygamie, donc l'homme peut avoir plus d'épouses. Filles mariées. Si nous analysons les deux termes, nous nous trouvons face à un oxymore, une figure rhétorique qui associe deux concepts contraires. C'est un oxymore parce que le mot mariage ne peut pas être associé au mot enfant, parce qu'une petite fille n'aura jamais la maturité qu'elle a une épouse. Dans le monde, 12 millions de jeunes filles sont contraintes à un mariage précoce chaque année, même à 10 ans. Ce phénomène est plus répandu dans les pays orientaux. Ce sont des jeunes filles qui se marient très tôt. On parle de mariage précoce quand ils ont lieu à un âge inadapté au développement régulier psychophysique de la personne. Les filles subissent des graves violations du droit à la santé physique et mentale et des conséquences permanentes sur le niveau d'éducation et les perspectives de vie, qui se répercutent ensuite sur leur enfant. Sans compter les énormes coûts de santé. Les enfants de jeunes filles, souvent mal nourris, naissent prématurément et font face à leur tour à la malnutrition et aux problèmes de santé dans les premières années de leur vie. La pauvreté, les inégalités de genre et le manque d'éducation sont les causes directes du mariage précoce. Une des causes de ce mariage précoce est la pauvreté. Les pères de filles vendent leurs filles à des hommes beaucoup plus grands en échange d'argent. Il y a des histoires de filles qui ont étudié et qui ont réussi à échapper à cette horreur, mais malheureusement, il y a aussi des récits de filles qui ont dû se marier à l'âge de 9 ans. Elles ont dû avoir des rapports sexuels bien avant la puberté, parce que les femmes doivent satisfaire leur mari à tous les égards. La question du voile islamique est un sujet de débat dans les sociétés occidentales et moyen-orientales depuis des décennies. La femme qui décide de porter doit se couvrir en présence de tous les hommes avec lesquels il n'y a pas de lien familial, alors qu'elles peuvent se montrer tête nue, en plus du mari, à tous ceux avec qui il n'est pas possible de se marier. Il existe au moins 4 types de voiles. Les jihab, le voile qui couvre la tête et tout à plus le cou, laissant le visage découvert. Le chador, le voile qui est utilisé principalement en Iran, une grande cape noire qui couvre la tête et les épaules, atteignant le pied mais laissant le visage découvert. Le niqab, le voile qui est utilisé en Arabie Saoudite et dans les pays voisins, également noir, couvre le visage et présente une fente au niveau des yeux. Le burqa, le voile qui est typique de l'Afghanistan, est un grand tissu bleu qui couvre tout le corps, y compris le visage et les yeux, mais dans un tissu perforé. En Occident, il est courant qu'une femme qui porte un voile le fasse pour se rendre invisible à tout le monde. En réalité, l'islam exige que le sexe féministe soit discret, mais pas mortifié. Le corps doit être soigné et valorisé. Sous le voile, les cheveux peuvent être teints et coiffés à volonté. Vous pouvez vous parfumer, vous maquiller les yeux et les lèvres. Vous pouvez décorer vos ongles et vos mains avec du henné. Les filles ont de nombreux voiles pour correspondre aux couleurs des robes. Les hijabs peuvent être personnalisés selon la façon dont ils sont portés ou en choisissant de manière créative de pinces, des épingles, de perles et de paillettes pour les maintenir en place et les rendre uniques en même temps.